Bonjour. Il y a juste 20 ans, c'était l'accident de la Moko Cadix qui dévastait les côtes de la Bretagne. 8 ans plus tard, c'était l'accident de Tchernobyl. Et la même année, c'était aussi la pollution grave des eaux du Rhin par les usines Sandoz. Pour comprendre la réalité des dommages causés par ces catastrophes, et la question de la personnalité de leurs responsables, il faut revenir un instant sur leurs caractéristiques. Par exemple, la pollution des mers va se traduire par la destruction des écosystèmes marins, celle aussi des ressources biologiques et donc des possibilités de pêche. Enfin, la destruction des sites, empêchant les possibilités d'activités touristiques. La pollution du Rhin se traduit non seulement par les dommages aux eaux de surface, mais aussi par des atteintes à la nappe phréatique qui pourront à terme éventuellement mettre en cause les ressources en eau potable. Enfin, en ce qui concerne le réchauffement de la planète et du climat, on sait qu'il peut provoquer une augmentation du niveau des océans, lui-même à l'origine d'une submersion des régions littorales ou des îles. Ce qui frappe à l'énoncé nécessairement rapide de ces types de dommages, c'est leur extension. Leur extension dans l'espace, puisqu'ils sont par définition internationaux et ne se limitent nullement au voisinage immédiat. Leur extension aussi dans le temps, parce que certains, certes, apparaissent immédiatement, mais d'autres prendront des mois, des années, des décennies, voire plus encore, pour se manifester. Alors, tout cela pose au moins 3 questions. Qui sera responsable? De quoi sera-t-on exactement responsable? Et enfin, comment? En ce qui concerne la première de ces questions, il y a fondamentalement 2 types de réponses possibles. On peut dire que ce sera l'État qui sera responsable, parce qu'il est lui-même opérateur, construisant par exemple lui-même un barrage, ou bien parce qu'il exerce sa compétence territoriale sur la zone à partir de laquelle la pollution s'est produite. On pourra au contraire considérer que c'est la personne privée qui sera responsable, c'est-à-dire l'opérateur lui-même, soit de la centrale nucléaire, soit de la plateforme de forage, soit de l'usine produisant des engrais chimiques. Mais de quoi sera-t-on responsable? Et là, je fais allusion à la couverture des dommages. Est-ce qu'on se contentera de réparer les dommages immédiats ou ceux qui sont liés à l'origine par une causalité normative simple, ou bien est-ce qu'on va aussi imputer aux responsables la réparation de dommages différés et complexes? On en arrive ainsi à la 3e question, comment parvenir à la réparation? Est-ce qu'on pourra se contenter d'aller devant les tribunaux internes de l'État à l'origine de la pollution? Ou bien, à raison du caractère international des dommages, faudra-t-il aller devant une juridiction internationale? Mais y en a-t-il une et est-elle compétente et bien armée pour faire face à ce type de questions? Y a-t-il des modes alternatifs? C'est tout le problème du règlement des différends en matière de dommages à l'environnement. D'où la structure des développements qui vont suivre. Nous étudierons en premier lieu la responsabilité internationale de l'État, ensuite la responsabilité internationale des personnes privées et enfin la question du règlement des différends. La question de la responsabilité internationale de l'État se situe par rapport à ses fondements, aux difficultés de sa mise en œuvre et aux remèdes qu'on a tenté d'y apporter. Quant aux fondements, on a en principe aujourd'hui abandonné la vieille doctrine Harmon d'après laquelle un État
pouvait faire ce que bon lui semblait sur son territoire, sans se soucier des conséquences chez le voisin. En application du principe 21 de Stockholm et 2 de Rio, adoptés l'un et l'autre à l'issue des grandes conférences des Nations Unies sur la protection de l'environnement, un État doit faire une utilisation non dommageable de son territoire, ce qui entraîne un certain nombre de conséquences et de principes corrélatifs, notamment une obligation générale de prévention qu'on a d'ailleurs tendance aujourd'hui à associer étroitement au principe de précaution, même si les contours de ce dernier demeurent encore un peu flous. Obligation d'une façon générale de coopération internationale des États les uns avec les autres pour lutter, notamment au sein des organisations internationales, contre les pollutions transfrontières et la pollution générale de l'environnement terrestre. Ceci a provoqué une série de conventions internationales dont il existe aujourd'hui une myriade couvrant la protection du milieu marin, la protection des cours d'eau, la protection de l'air, la protection des ressources biologiques. Le problème aujourd'hui n'est pas tant du nombre des conventions que des conditions de leur application. Toujours est-il qu'en droit international, quand un État viole ses obligations, qu'elles soient coutumières et générales comme celle d'utilisation non dommageable du territoire ou conventionnelle, il doit être responsable. Or, on constate qu'il y a de nombreuses difficultés à la mise en œuvre de cette responsabilité. Ces difficultés sont essentiellement de caractère politique, technique et financier. Prenons l'exemple de Tchernobyl. Toutes les conditions étaient en principe réunies pour que l'Union soviétique se voie déclarée internationalement responsable pour la série des dommages tout à fait effectifs que la diffusion de la radioactivité a causé hors de ses frontières. Or, il n'en a rien été. Et il n'en a rien été parce que c'était l'Union soviétique et qu'il y avait des difficultés politiques évidentes à la mettre ainsi en position d'accusé. Et puis parce que les États pollués aujourd'hui se disent qu'ils pourront être pollueurs demain, et que sans qu'il existe véritablement une internationale des pollueurs, il y a tout de même une sorte de solidarité entre des États peu soucieux d'en venir à l'invocation de la responsabilité internationale. Les difficultés techniques viennent du fait que de toute façon, la preuve est toujours difficile à apporter du lien entre une activité développée sur le territoire national et des dommages causés en aval dans le temps ou dans l'espace chez d'autres États, et puis aussi parce que d'un point de vue procédural, on ne pourrait de toute façon aller devant le juge ou l'arbitre international que d'un commun accord entre les deux États concernés. Difficulté financière enfin parce que certains États, et pas seulement les pays en développement, sont souvent insolvables par rapport à l'importance des montants de réparation qui seraient opportuns et équitables. Alors bien sûr, il y a tout de même des exceptions à cette difficulté de mise en œuvre de la responsabilité de l'État. Par exemple, au début des années 80, l'Union soviétique a reconnu sa responsabilité pour les dommages qui avaient été causés par la chute de l'un de ses satellites dans le Grand Nord canadien. Ou bien encore, beaucoup plus près de nous, la Cour internationale de justice a constaté la responsabilité internationale de la Slovaquie à l'égard de la Hongrie pour avoir détourné unilatéralement les eaux du Danube. Néanmoins, même s'ils peuvent se reproduire dans l'avenir, ces cas demeurent limités. Les remèdes, en effet, qu'on a tenté d'apporter à la difficulté de la mise en œuvre de la responsabilité internationale consiste surtout dans son contournement. Soit le contournement de la responsabilité classique qui suppose l'apport par la victime de la preuve de la faute du responsable. Il s'agit donc ici d'instaurer une responsabilité objective, c'est-à-dire sans faute de l'État, laquelle fonctionne comme une sorte de garantie. C'est précisément ce qui se passe en matière de dommages causés par la chute des engins spatiaux.
Une seconde possibilité consiste à organiser au sein d'un ensemble conventionnel la gestion de la conformité ou de la non-conformité du comportement des États parties à leurs obligations conventionnelles. C'est notamment ce qui a été lancé par la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone. Lorsque un État est en situation de non-conformité, les autres parties aviseront, elles vont coopérer avec lui, lui donner leur assistance technique, leur aide financière, mais aussi éventuellement le frapper de certaines sanctions commerciales qui seront l'inciter à rentrer en conformité avec ses obligations. Enfin, il y a une dernière solution qui consiste à permettre à la victime de mettre en œuvre la responsabilité de l'État devant ses propres tribunaux dans les mêmes conditions que pourrait le faire une personne située sur le territoire de cet État. L'État est ainsi traité comme un particulier, ce qui nous incite à tourner maintenant nos regards vers la responsabilité internationale de la personne privée, cette fois. La mise en œuvre de la responsabilité des personnes privées est déjà délicate en droit interne. Les difficultés sont évidemment accrues lorsque l'on se situe dans un cadre international. Voici des rejets de substances polluantes qui interviennent en Suisse et qui causent quelques semaines plus tard des dommages en Hollande. Première difficulté, comment déterminer le tribunal compétent? Doit-il s'agir du tribunal du lieu du fait générateur, du lieu de l'émission polluante, ou au contraire du tribunal du lieu de réalisation du dommage? La première solution a pour elle d'être conforme au principe selon lequel le demandeur doit normalement plaider devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur. Elle est aussi la seule qui permette d'éviter que des décisions contradictoires soient rendues au profit de victimes ayant subi leurs dommages en des lieux différents. Elle est enfin celle qui désigne le juge qui sera le plus proche de l'origine des faits, ce qui pourra faciliter l'enquête, et qui sera également le plus proche du responsable à qui il pourra imposer l'exécution du jugement lorsque ce jugement sera rendu. Mais l'autre solution, celle qui désigne le juge du lieu de réalisation du dommage, n'est pas sans avantage. Elle évite à la victime de se déplacer pour plaider. Et l'objectif de protection de la victime est important en matière d'environnement. Elle permet de situer le contentieux là où le dommage, condition sine qua non de l'action en responsabilité, là où ce dommage peut être aisément constaté, évalué, réparé. À cela s'ajoute que, comme c'est fréquent, lorsque plusieurs pollueurs concourent à la réalisation du dommage, il est plus judicieux de regrouper l'ensemble des actions devant une même juridiction, de façon à ce que cette juridiction apprécie les responsabilités respectives. Question difficile donc que celle qui consiste à déterminer le juge compétent. Question à laquelle la Cour de justice des communautés européennes a apporté une réponse le 30 novembre 1976, en décidant de manière aussi surprenante qu'audacieuse que la victime avait le choix du tribunal devant lequel elle souhaite attraire le responsable. Ce système, c'est ce que l'on appelle le système du forum shopping. La victime choisit le tribunal qui jugera les faits. Mais le tribunal choisi, une deuxième difficulté va naître. Quelle loi devra-t-il appliquer? Sur ce point encore s'ouvre une alternative. Si aucune solution de principe n'a été clairement retenue, deux tendances se dégagent cependant. La première consiste à désigner la loi du lieu de réalisation du dommage comme étant la loi applicable, chaque fois du moins qu'aucune autre loi ne peut se prévaloir d'un lien de connexion prépondérante, pour parler comme les spécialistes de droit international privé. La seconde est tout simplement
l'application de la loi du fort. Le juge applique la loi qu'il connaît le mieux, la sienne. C'est la solution qu'a retenue par exemple la Cour d'appel de Bastia lorsqu'elle a eu à juger les rejets de boues rouges par la montée d'Essonne dans les eaux internationales de la Méditerranée. Si cette tendance se confirmait, on mesure quelle portée elle donnerait au choix par la victime du juge. En effet, en choisissant son tribunal, la victime choisirait du même coup la loi applicable. Troisième difficulté enfin, que je ne ferai qu'évoquer car le professeur Dupuy en a traité en parlant du principe de non-discrimination, quelles sont les conditions qui permettent à une victime, par exemple à une association de protection de l'environnement, d'agir devant des tribunaux étrangers. Face à toutes ces difficultés, il est évidemment tentant de rechercher une harmonisation des règles substantielles. Si les règles sont identiques d'un État à l'autre, alors toutes les difficultés que je viens d'évoquer tombent d'elles-mêmes. À ce sujet, et dans le domaine qui nous préoccupe, celui de la responsabilité pour les dommages à l'environnement, il convient de signaler l'existence de la Convention du Conseil de l'Europe, dite Convention de Lugano, adoptée par le Comité des ministres le 8 mars 1993 et ouverte à la signature depuis le 21 juin de la même année. Cette convention sur la responsabilité pour les dommages causés par les activités dangereuses pour l'environnement, c'est son intitulé exact, cette convention réalise des avancées non négligeables. Sans prétendre être exhaustif, je signalerai 3 avancées. La première, c'est la confirmation, sans ambiguïté, du principe d'une responsabilité sans faute dans ce domaine. La seconde, c'est la reconnaissance, et c'est un point essentiel, de la spécificité du dommage écologique et de la nécessité de mettre en place un régime de réparation qui soit adapté et qui fasse une large place à la remise en état. La troisième, enfin, c'est la reconnaissance du droit pour la victime de demander au tribunal d'ordonner à l'exploitant soupçonné de lui fournir les informations nécessaires pour faire valoir son droit à réparation. L'harmonisation absolue est un leurre, mais progresser dans cette voie est une démarche qu'il faut sans doute encourager. Le règlement des différends relatifs aux dommages liés à l'environnement représente le dernier chapitre de cet ensemble d'enseignements consacrés au droit de l'environnement. Il s'agit d'une question intéressante pour les juristes dans la mesure où le règlement des différends en général représente le point terminal et le point culminant de toute réflexion juridique. Point terminal car il a pour objet principal de vérifier l'effectivité de la règle de droit, c'est-à-dire sanctionner son application, et le point culminant dans la mesure où une règle qui n'aura pas été sanctionnée suivant les formes juridiques est difficilement considérée comme une règle juridique directement applicable. Bien sûr, les enjeux liés au règlement des différends sont importants. D'abord, des enjeux théoriques, sur lesquels je n'insisterai pas trop, car les débats liés au règlement des différends représentent un affrontement de thèses et plus exactement une explication dans le cadre d'un duel judiciaire ou diplomatique opposant les parties en cause, mais surtout le règlement du différend actuellement représente une forme intéressante de l'expression de l'état de droit dans les relations internationales. En effet, il est difficile de continuer à jouer le mauvais rôle dans le cadre des relations internationales et vous avez toujours intérêt à obtenir une sanction juridique de vos positions et de vos intérêts. Il est certain qu'en matière commerciale, par exemple, lorsque les coûts liés à l'environnement donnent lieu à litige, une réponse juridique clarifie les rapports
purement économique entre les personnes intéressées. Ainsi que vous avez pu vous en rendre compte au cours des émissions précédentes, les dommages liés aux différends peuvent résulter soit du comportement de personnes privées, soit de litiges opposant directement des États. Seulement, dans le cadre du droit positif, lorsque l'on parle de règlement des différends, il s'agit essentiellement du règlement des différends interétatiques. L'État représente en effet actuellement le principal acteur des relations internationales. Il est le centre de convergence et d'impulsion de la vie internationale à titre principal. Cette observation nous amène quand même à actualiser notre réflexion. Car si nous comparons le problème du règlement des différends liés aux dommages qui affectent l'environnement avec des problèmes analogues tels que le problème du droit de la mer, nous verrons que le Tribunal international du droit de la mer à Hambourg, créé à la suite de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer, a été le fruit d'une imagination créatrice des diplomates, des professeurs et des juristes qui ont cherché à avoir une approche globale du problème du règlement des différends du droit de la mer. Et c'est ainsi que dans le cadre de ce tribunal du droit de la mer, nous avons affaire à la mise en place de mécanismes, d'institutions originaux par rapport au droit classique. Car à côté du tribunal du droit de la mer traditionnel, existe une chambre spéciale pour les fonds marins à laquelle ont accès les entités non étatiques. Au niveau du droit de l'environnement, ces créations ne relèvent pas encore du droit positif. C'est la raison pour laquelle une distinction doit être établie entre les mécanismes actuels de règlement des différends et les propositions de création, les initiatives que l'on offre à la communauté internationale. En ce qui concerne les mécanismes classiques, je vous rappellerai que la summa divisio, la distinction fondamentale, repose sur la différence qu'il y a lieu d'établir entre, d'une part, les solutions aboutissant à des résultats facultatifs et les mécanismes aboutissant à des décisions obligatoires. Dans le droit de l'environnement, tant qu'une convention particulière sur le règlement des différends n'est pas adoptée, les règles classiques restent valables, c'est-à-dire solution diplomatique à caractère facultatif, solution obligatoire avec système d'arbitrage ou système juridictionnel judiciaire. Parmi les systèmes juridictionnels judiciaires, je tiens à faire remarquer que la Cour internationale de justice, qui représente la plus haute juridiction dans le monde contemporain, puisqu'il s'agit de l'organe judiciaire principal des Nations Unies, a en son sein et de manière permanente une chambre spéciale appelée Chambre pour l'environnement qui représente une formation au sein de cette institution. Cette chambre a vocation à régir les différends interétatiques que les États en litige ou les parties litigantes présentent à la Cour pour examen et pour décision. Cette chambre spéciale pour l'environnement, malheureusement, n'est pas connue par les membres de la communauté internationale, mais elle bénéficie de l'ensemble de la jurisprudence de la Cour internationale de justice en droit en général, surtout que la Cour internationale de justice a eu à plusieurs reprises à examiner des problèmes d'environnement dans plusieurs de ses affaires. À côté de cette chambre spéciale pour l'environnement, je mentionnerai la possibilité de la création d'une chambre spéciale dans le cadre du tribunal international sur le droit de la mer, dans la mesure où le problème de l'environnement a représenté à l'époque une question essentielle sur laquelle des dispositions très précises ont été aménagées. Ce qu'il convient de signaler, c'est le caractère consensuel de la base de compétences de ces deux juridictions spécialisées et la soumission de ces deux juridictions spécialisées aux règles statutaires.
À côté de ces institutions qui fonctionnent, vous avez des propositions, et on parle en particulier de la Cour mondiale pour l'environnement, qui fera l'objet de discussions à Rome au cours de l'été prochain. La responsabilité internationale pour les dommages à l'environnement, c'est la dernière chance qui reste lorsqu'on n'a pas su protéger l'écologie dégradée. C'est dire que c'est un pis-aller. En matière d'environnement, plus qu'ailleurs peut-être, il vaut mieux prévenir que guérir, parce que quand on guérit toujours mal. Au fond, l'intérêt principal de la responsabilité en tant qu'institution juridique, c'est son caractère dissuasif et donc préventif. Si les États se savent exposés à des sanctions, à des obligations de réparer, ils seront incités à ne plus polluer. Mais la responsabilité, c'est aussi la responsabilité morale, et le dommage écologique s'étalant souvent dans le temps, il faut comprendre que l'on est responsable vis-à-vis des générations futures. Finalement, comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, nous ne léguons pas la nature à nos enfants, nous la leur empruntons.